Je ne vais pas dire une conférence, mais notre échange, notre discussion ce soir sur l'architecture religieuse au XVIIe-XVIIIe siècle, je ne vous présente pas du tout un bâtiment religieux, je vous présente en fait cette peinture. On va commencer en fait par ce tableau, parce qu'effectivement, la première chose aussi qui est quand même surprenante quand on aborde le XVIIIe siècle, c'est quand même le siècle des Lumières, c'est Diderot, c'est l'encyclopédie, c'est un siècle en fait où la vie moderne commence à se développer, et c'est d'ailleurs aussi l'homme libre, l'homme moderne, l'homme libre en fait qui commence à apparaître. Donc on lutte contre l'obscurantisme et on lutte évidemment contre la pensée religieuse. Donc quand on aborde le XVIIIe, en architecture, on aurait davantage tendance à penser au palais, au château, qu'à l'architecture religieuse, et effectivement en fait, on le sait moins, mais le XVIIe, le fin XVIIe, après la guerre de 30 ans en Lorraine, et pendant tout le XVIIIe, on assiste à un phénomène de reconstruction ou d'embellissement de la plupart en fait, des édifices religieux, que ce soit à la fois les cathédrales, mais aussi les abbatiales, on s'intéressera aux abbayes, ou encore on posera la question aussi des paroisses. Voilà, beaucoup de paroisses ont été ravagées par la guerre de 30 ans, et effectivement, qu'est-ce qu'il en est au XVIIe, à la fin XVIIe et au XVIIIe siècle. Et le point de départ, maintenant pour comprendre un peu cette histoire, le point de départ de l'âge d'or de la Lorraine, c'est évidemment en fait cette fameuse bataille de Nancy qui a lieu en 1477 et qui oppose le duc de Lorraine, René II, au duc de Bourgogne, Charles le Téméraire. Charles le Téméraire n'en a jamais assez, son vieux rêve c'est de recréer cette vieille Lotharingie, et évidemment il va y avoir une première bataille qui va avoir lieu en 1475 et qui va opposer donc Charles le Téméraire à René II, et Charles le Téméraire est victorieux. René II est condamné à l'exil, il quitte le duché de Lorraine, mais il revient 2 ans plus tard avec une armée beaucoup plus importante. Les Suisses sont venus nous aider en fait dans cette bataille, et évidemment se passe le 5 janvier cette bataille de Nancy. C'est un drame parce que l'armée de Charles le Téméraire n'est pas prête, l'hiver était extrêmement froid, et c'est un massacre aussi, et évidemment il se passe un drame au cours de la bataille, c'est la mort de Charles le Téméraire. Et donc à partir de là, le duché de Lorraine va devenir un duché extrêmement en fait, puissant. Et donc pour rappeler cette bataille de 1477, je vous présente en fait ce tableau d'Eugène Delacroix, donc la bataille de Nancy. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre période d'études, on va plutôt nous s'intéresser à la Lorraine, justement après la guerre de 30 ans. Elle s'achève en 1661 en Lorraine, jusqu'à la Révolution française, jusqu'en 1789. Donc on sera vraiment dans cette période d'études, de la fin du XVIIe jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Voilà, on peut dire que l'âge d'or de la Lorraine s'effondre donc en 1631 avec la guerre de 30 ans, et nous sommes ici 200 ans plus tard avec un tableau qui a été peint en 1831. Voilà, c'est une peinture romantique, et évidemment dans la peinture romantique, on a toujours dit que le romantisme c'était une peinture de passion, de vérité. Quand on commande ce tableau à Delacroix, il est déjà extrêmement connu et reconnu, mais c'est sa première commande officielle, et il faut imaginer qu'à cette époque-là, il n'a pas très envie quand même de travailler en fait sur ce sujet en fait d'histoire, mais il aurait pu très bien représenter un René II qui arrive comme ça triomphant après la bataille pour signifier la victoire, et non, il va aller au cœur de la bataille, au moment le plus dramatique, au moment le plus tragique, où le chevalier du Beausémont s'apprête avec sa lance comme ça à tuer Charles le Téméraire. Alors ce tableau il est assez fantastique parce qu'on ressent toute la tension dramatique de la peinture romantique. Voilà, cette tension où on est juste au moment qui précède la mort de Charles le Téméraire, et quand on regarde ce tableau en réalité, on voit vraiment le personnage, les yeux écarquillés, rouges, injectés de sang, l'instant d'après, il va mourir. Alors il faut quand même imaginer, je vais remonter un tout petit peu dans le temps pour savoir ce qu'est véritablement une peinture. Et là, on va arriver au moment de la Renaissance. Il y a un grand architecte, Léon Battista Alberti, qui va écrire un des tout premiers traités de peinture. Ce traité s'appelle De Pictura, on est en 1435, et dans ce traité, il va définir ce qu'est une peinture. Imaginez-vous maintenant que vous êtes peintre à Florence, en 1435, face à votre toile blanche. Alberti dit « On crée l'espace à partir de rien, comme un désert. On engendre l'homme comme un fantôme, il s'y appuie comme une partie de l'espace. On le colore, on l'habille, on lui fait enfin vivre une histoire, c'est-à-dire exécuter des actions avec d'autres hommes. » Je vous répète cette phrase. On crée l'espace à partir de rien, comme un désert. On engendre l'homme comme un fantôme, il s'y appuie comme une partie de l'espace. On le colore, on l'habille, on lui fait enfin vivre une histoire, c'est-à-dire exécuter des actions avec d'autres hommes. En 1435, la peinture est là pour nous raconter une histoire, et comment est-ce que l'artiste procède? En disposant ses personnages d'une certaine action, d'un certain mouvement, qui fait que quand nous on regarde ce tableau, on donne vie finalement à tout ce mouvement et à toute cette histoire. Ce qui est intéressant, c'est que Delacroix, même si c'est un révolutionnaire dans la peinture romantique, elle s'impose finalement dans le premier tiers 19e, il va y avoir un grand conflit dans la peinture entre les partisans du dessin et les partisans de la couleur. Et il dit bien en fait Alberti, voilà, on dessine la silhouette du personnage, ensuite on le colore. Donc finalement pendant très longtemps,
la couleur n'était qu'un agrément à la peinture. Le dessin primait et la couleur était secondaire. Et quand on regarde cette grande querelle, elle opposait Ingres. Ingres disait toujours, quand le dessin est bien fait, la peinture est quasiment achevée. Et Delacroix disait que, effectivement, le dessin est important, mais ce qui est fondamental dans une peinture, c'est la couleur, parce que grâce à la couleur, là, on va véhiculer des émotions, des sentiments. Ici, on sent bien déjà la couleur chaude, la couleur rouge qui prime, voilà, ce ciel, en fait, extrêmement romantique, parce qu'il va refléter tous les tourments, et évidemment, ce drame de la bataille avec cette mort de Charles le Téméraire. Mais quand on regarde bien ce tableau, juste dans sa composition, comment est-ce que le peintre l'a organisé, l'a créé, finalement, elle révèle déjà énormément de choses sur la suite de cette bataille. Ici, on parle d'une composition semi-circulaire, en demi-cercle. Si on regarde bien, il y a une différence entre le gris clair et le gris foncé. On y voit un demi-cercle. On y voit son pendant dans la partie haute. Et ensuite, il va inscrire les deux armées dans des triangles. L'armée de René II, on voit ici son cheval, dans ce triangle horizontal, avec la pointe qui arrive parfaitement derrière le casque du chevalier Bosémond, et l'armée de Charles Téméraire, totalement en déroute, dans le petit triangle. Donc juste à regarder la composition, voilà, on sait déjà tout de suite qui a remporté la bataille. Alors effectivement, quand nous, on pense maintenant à cette ville de Nancy, à ce duché de Lorraine, à cette puissance, en fait, on peut avoir en tête justement la ville telle qu'elle était au début du XVIIe siècle. Alors, je vous montre juste quelques petites gravures où on voit évidemment les grandes fortifications, avec le bastion en fait Vaudémont et d'Aucenville, qui est encore conservé, qui est aujourd'hui l'espace dans lequel est située la collection Dôme au musée des Beaux-Arts de Nancy. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi énormément en fait de clochers. À l'époque, voilà, il faut imaginer, et ça je reviendrai dessus, mais la Lorraine c'était un bastion du catholicisme, et on parlait même en fait de villes-couvents ou de forteresses monastiques, pour dire aussi à quel point finalement l'architecture religieuse était extrêmement développée en Lorraine. On peut aussi avoir le plan de la Ruelle, de 1611, qui a donné naissance à ces fameuses plaques maintenant qu'on retrouve sur le sol à Nancy, où on retrouve évidemment à la fois d'un côté la vieille ville et la ville neuve de Charles III. Et aujourd'hui, finalement, le bastion Vaudémont, le voici, Aucenville de l'autre côté, et la place Stanislas se trouve sur cet emplacement-là. Mais une chose est sûre, l'architecture, en tout cas l'architecture religieuse et son histoire, elle est évidemment totalement liée au contexte économique, social, mais aussi à la démographie de la région. Et la Lorraine, au début du XVIIe, ça reste quand même un État qui est quand même assez complexe, qui est divisé en 5 entités. Il y a les 3 évêchés, Metz, Toul et Verdun, et évidemment en fait 2 duchés, le duché de Lorraine et le duché du Bar. Je vais juste vous montrer aussi un peu à quoi ressemblait justement une carte du duché de la Lorraine sous la période 1618-1648, c'est la période de la guerre de 30 ans, sauf qu'en France, elle va, ça c'est la période générale, alors qu'en Lorraine, elle va commencer en 1631, donc comme je le disais, et elle s'achèvera donc en 1661. Donc effectivement, le XVIIe, c'est ce siècle où on imagine le duché de Lorraine comme un duché extrêmement puissant, mais c'est effectivement en fait ce siècle de guerre en fait des religions, comme on le disait tout à l'heure. Après les attaques de Luther contre la papauté va naître le protestantisme. Donc évidemment en fait chez les protestants on condamne les images, on considère que c'est aussi le culte de l'idolâtrie, alors que finalement progressivement on va avoir la réponse en fait des catholiques avec la contre-réforme, ce qu'on appelle la réforme catholique, où là justement on va encourager un art aussi qui est en triomphal. Là on arrive dans toute la peinture aussi baroque au XVIIe, voilà un grand Rubens où on va voir des formats monumentaux sur lesquels en fait se déploient les sujets en fait religieux. Donc on est quand même aussi dans un temps où le Concile de Trente va réaffirmer en fait les principes fondamentaux du catholicisme. Et voilà, et là vous avez tous en tête les massacres de la Saint-Barthélemy pour voilà justement expliquer un peu cette situation en fait de conflit. Donc effectivement cette guerre de 30 ans, 1618-1648, elle oppose des princes allemands qui sont protestants et qui vont justement, sont soutenus par le roi de France, par Louis XIII, et qui vont justement s'élever contre l'empereur allemand. Et tout se passe bien pour la Lorraine jusqu'à ce que Charles IV prenne parti de l'empereur allemand, et effectivement, Louis XIII, conseillé par Richelieu, il va justement investir, envahir la Lorraine. Alors j'ai trouvé une carte assez ancienne qui nous montre justement un tout petit peu, alors c'est les frontières militaires au XVIIIe siècle,
pour voir aussi à quel point, finalement, le duché de Lorraine, qui était en jaune sur cette carte-là, sera finalement amoindri et encerclé par le royaume de France par la suite. C'est une mosaïque politique, ça. Voilà, voilà, oui, ça c'est une belle mosaïque. Là, les déplacements deviennent compliqués sur le territoire. Et donc voici Charles IV, donc justement, en fait, qui va prendre parti pour l'empereur allemand, ce qui va en fait donner naissance, mais évidemment sonner le glas de la Lorraine avec justement cette guerre de 30 ans qui débute. Et effectivement, nous avons ce siège en fait que Louis XIII réalise à Nancy, et on peut voir en fait ce siège avec comment est-ce qu'il est organisé, avec cette ligne qui fait véritablement en fait le tour de Nancy. Donc il y a quand même 2 ans de siège jusqu'à ce que la ville tombe entre les mains du roi de France. Et j'ai un petit détail aussi à vous montrer. Voilà, où on voit un peu ces éléments. La ville de Nancy est ici. Donc on voit un peu comment est-ce que les troupes du roi de France s'organisent autour de la ville fortifiée et voilà, attendent paisiblement que le duc en fait s'enfuit de sa capitale. Donc effectivement, la fin de la guerre de 30 ans, elle est signée, comme je le disais, en 1648. Il faut attendre 1761 pour que la fin des hostilités arrive. Donc elle est signée avec le traité de la paix des Pyrénées, le traité de Vincennes, et Nancy, à ce moment-là, est entièrement démilitarisée. Et donc le duc Charles IV peut revenir en fait sur ces terres. Donc c'est à cette époque qu'on va justement détruire les fortifications nancéennes. Mais c'est finalement que de courte durée, parce que quelques années plus tard, Louis XIV entre en conflit avec l'Autriche et il occupe à nouveau en fait le duché de Lorraine. Et c'est ça qui est terrible quand on est dans cette bande pris entre ces 2 immenses empires. On est sur une terre de conflit, c'est un champ de bataille. Et évidemment, en fait, les Lorrains, ce sont des guerriers parce qu'ils voient le passage en fait des troupes. Ils résistent, ils résistent, ils résistent. Ils sont encore indépendants. Mais ça reste quand même une terre qui va être extrêmement meurtrie par les différents passages des armées. Il faut quand même aussi attendre, alors on va avoir la succession, Charles V va succéder aussi à son père. Alors Charles V, ensuite on le connaît parce qu'il a repoussé les Turcs aux portes de Vienne, mais c'était le duc sans duché, et il faut attendre le règne de son fils, donc de Léopold, qui va devenir le duc de Lorraine. Et il faut surtout attendre le traité de Ryswick, donc là on est dans la banlieue de La Haye, en 1697, qui va justement autoriser le duc de Lorraine, donc le duc Léopold, à retrouver ses terres. Mais là encore, c'est un feu de paille, parce que depuis Louis XIII, on avait pris cette habitude d'envahir et d'investir la Lorraine, et très rapidement, en fait, Louis XIV revient s'installer avec ses troupes à Nancy, ce qui contraint évidemment Léopold à s'installer à Lunéville, avec le beau château de Lunéville qu'il va faire reconstruire, parce que sa cour à l'époque c'est quasiment 800 personnes, c'est 600 chevaux, c'est une centaine d'attelages, et donc du coup, voilà, et on est aussi à une distance qui est tout à fait correcte par rapport à la ville de Nancy. À cette époque-là, on est à une journée à cheval de Nancy, en allant à Lunéville. Donc du coup, on est sur une distance qui justement permet que si jamais une armée est levée pour envahir la ville de Nancy, on est au courant en fait suffisamment à l'avance. Alors une chose est sûre, c'est que avec cette guerre de 30 ans, ce qui est assez terrible pour la région, c'est que déjà, la première chose, les évêques vont fuir leurs sièges épiscopaux, et même les curés en fait en campagne ne vont plus en fait pratiquer la messe. Et donc le fidèle, il a recours au pèlerinage. Donc le pèlerinage se développe beaucoup. Alors on va faire des pèlerinages ou à Sion, ou justement à Benoît-de-Vaux. Et il y a un pèlerinage qui est assez important, qui a marqué l'histoire. C'est un pèlerinage qui s'est passé en 1652 et qui réunissait 2000 Nancéens pour une marche de Nancy à Benoît-de-Vaux. Donc là on arrive sur une photo en fait là du début du XXe siècle, mais il y a toujours encore ce pèlerinage. On voit en fait les personnes dans la partie basse, voilà, en train de se déplacer. Et donc effectivement, l'autre chose qui est importante, c'est les massacres qui sont opérés par les Suédois, et quand ils arrivent à Saint-Nicolas, là j'ai aussi trouvé une gravure, voilà, qui nous montre en fait le saccage de la ville de Saint-Nicolas-de-Port en 1635 et l'incendie de la basilique. Donc effectivement, on a un témoignage aussi de bénédictins religieux de Metz qui parlent de 600 églises qui sont profanées à cette époque-là. Donc on est quand même dans un temps où finalement la guerre de 30 ans va avoir des conséquences quand même irréversibles sur l'architecture en Lorraine, les pillages, les incendies, les destructions. Donc finalement, au lendemain de la guerre, 1661, il faut réparer, reconstruire beaucoup d'édifices en Lorraine. La Lorraine a donc toujours été
un bastion en fait du catholicisme, et ça on le sait déjà depuis bien avant le Concile de Trente, par exemple avec l'évêque de Toul, Hugues des Hazards au début du XVIe siècle, qui était déjà un fervent partisan en fait de la contre-réforme. Il fallait tout de suite en fait s'insurger contre les théories de Luther et revenir aussi aux fondamentaux, aux principes fondamentaux du catholicisme. Mais on a encore une bataille aussi qui est très importante, c'est la bataille des Rustaud, qui opposait à cette époque-là en fait des paysans qui étaient protestants au duc de Lorraine, au duc Antoine, et évidemment en fait il va y avoir un massacre avec cette bataille des Rustaud à Saverne, voilà, en 1526, et évidemment ce sera analysé comme une grande victoire des catholiques sur les protestants. Autre élément aussi très important qui montre que la Lorraine c'est un bastion du catholicisme, il va y avoir l'université de Pont-à-Mousson qui va être créée par le cardinal de Lorraine. Et elle est confiée aux jésuites. Et évidemment, en fait, les jésuites vont donner, j'allais dire, la priorité à l'obéissance au pape. C'est tout ça qui va faire le conflit entre Luther, en fait, la réforme protestante, et la contre-réforme, la réforme catholique. C'est justement, en fait, avons-nous besoin d'un intercesseur, cette obéissance, en fait, au pape, alors que les jésuites, évidemment, ça montre bien le catholicisme qu'il y avait en Lorraine, étaient des gens qui, d'emblée, ont marqué dans leur principe l'obéissance au pape. Et donc, du coup, on va apparaître, justement, cette université à Pont-à-Mousson, et à partir de là, il faut imaginer que, depuis la fin de la guerre de 30 ans, on assiste à un repeuplement progressif de la Lorraine. On va avoir, en 1628, 16 000 habitants à Nancy, et à la fin du XVIIIe, on comptera 30 000 habitants. Et évidemment, en fait, cette effervescence, ce développement des villes, va s'accompagner aussi d'un développement des villages, de la campagne, un essor en fait démographique sans précédent. En fait, on parlera même de grande nuptialité à l'époque dans le duché. Et évidemment, en fait, tout ça s'accompagne d'une relance économique, comme je le disais tout à l'heure, grâce à Léopold, les activités économiques reprennent, que ce soit en fait le sel, mais on n'est pas très loin ici. Je le précise quand je suis à Lunéville, mais effectivement, le sel, on a aussi la forge, la verrerie, la faïencerie, l'imprimerie, toutes ces activités en fait reprennent, et effectivement, voilà, la Lorraine rentre progressivement nouveau dans une grande prospérité. Il y a un autre élément dans le point de vue de construction qui est important et qui montre tout le dynamisme de la Lorraine, c'est que sous Léopold, il va y avoir une centaine de kilomètres de routes qui vont être construites et 400 ponts vont être réalisés. Ça montre bien aussi qu'au lendemain de la guerre de 30 ans, même si elle était extrêmement éprouvante pour la région Lorraine, il y a aussi finalement en fait cette phase de reconstruction, de reprise d'activité économique qui va justement en fait donner un nouveau visage à la Lorraine, et pour bien souvent, dans beaucoup de villes encore aujourd'hui, ce visage qui est donné au lendemain de la guerre de 30 ans, on l'a encore aujourd'hui, pour peu en fait que les bâtiments aient échappé au bombardement de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, quand Léopold, que je peux vous montrer ici, cette gravure, arrive à Nancy, il va tout de suite lancer, donc après le traité définitif en 1697, il va tout de suite lancer une grande campagne de construction en reconstruisant le nouveau palais ducal, qui est aujourd'hui le palais du gouvernement à Nancy. Donc on voit bien l'ordonnancement classique, donc on est quand même le XVIIe, c'est quand même le siècle du Louis XIV, c'est Versailles, c'est le grand siècle, c'est le grand goût, c'est le grand roi, c'est le classicisme très pur, on revient de nouveau à l'inspiration gréco-romaine. Donc là on est dans des architectures qui sont très élégantes, avec des qualités de mesure, d'équilibre, sont des choses en fait qui sont extrêmement raffinées. On retrouve le côté un peu, la pierre un peu blanche, mais cette colonnade, on voit ici évidemment en fait la symétrie des percements, à la fois sur chaque niveau et sur toute l'élévation. Il y a une photo aussi, c'est un bureau, alors c'est juste un petit parallèle, parce que pendant très longtemps ce bâtiment était occupé par une fonction militaire. Mais ça fait maintenant depuis 2 ou 3 ans, je crois depuis 2011, en fait, qu'il a basculé dans le giron de la ville de Nancy, et le musée lorrain est en train d'investir finalement celui-là. Donc il n'a plus du tout de vocation militaire aujourd'hui,
Auparavant, on accueillait toujours des grandes réceptions. Quand M. Chirac était venu à Nancy, ils étaient au palais du gouvernement, par exemple. Donc c'est toujours les grandes réceptions officielles qui se déroulent dans ce lieu. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un espace qui va être entièrement transformé et le musée Lorrain va investir ce lieu. Et donc il y avait pendant très longtemps ce bureau qui était fait par Majorel, le bureau du maréchal Foch. Là aussi, alors là, on est dans toute l'aventure Art Nouveau, l'école Nancy, mais ça montre bien aussi la modernité du mobilier Majorel par rapport au Musée Gallet, où là, on s'inspire de la nature prend les possessions d'objets à la fois dans la structure, mais aussi dans toute la décoration, dans quelque chose qui est déjà beaucoup plus fin, beaucoup plus raffiné. Évidemment, c'est le bureau du maréchal, donc on ne peut pas lui faire un bureau en dentelle, c'est quelqu'un qui a de la poigne, donc il a un plateau très large, en fait, avec un beau revêtement en cuir pour pouvoir taper du poing sur la table. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on y voit aussi les luminaires. On a inventé le filament d'ampoule en 1878, donc ça c'est un bureau de 1909, donc très rapidement, ça, on a quelque chose, on oublie finalement ça quand on s'intéresse aux artistes d'école Nancy, c'est qu'on oublie un tout petit peu leur modernité. Donc il se fait construire d'une part le palais du gouvernement, mais évidemment il va y avoir aussi le château de Lunéville, j'en parlais tout à l'heure. Il faut quand même imaginer que dans le château de Lunéville, avant malheureusement son incendie en 2003, il y avait 185 pièces chauffées avec une cheminée, une centaine d'autres pièces. C'est quand même un château en termes de superficie qui est quand même extrêmement important, même dans les châteaux en fait français. Évidemment, Léopold est marié en fait à Elisabeth Charlotte d'Orléans, qui est la nièce de Louis XIV. C'est la fille de Philippe d'Orléans qui va succéder à Louis XIV. Après sa mort, le 1er septembre 1715, c'est son frère, Philippe d'Orléans, qui va devenir le régent jusqu'à la majorité de Louis XV. Et évidemment, il y a une proximité entre la cour de Léopold et la cour du roi de France. Et quand il voit Versailles, il est jaloux, il veut aussi avoir en fait son petit Versailles lorrain, et donc il va confier le projet à Germain Boffrand, qui est quand même l'élève de Jules Ardoin-Mansart. Et donc effectivement, on le voit à l'œuvre ici. Donc on retrouve les mêmes éléments qu'à Versailles, cette avant-cour, avec ces deux grands bâtiments, la cour qui est juste devant le château, on voit aussi la chapelle. Voilà. C'est à partir de là, malheureusement, que l'incendie est parti. Et ce qui est dramatique, c'est que finalement, là, on voit un tout petit peu l'aile arrière. C'est que c'est justement, en fait, toute cette partie-là, dans laquelle se trouvait la bibliothèque de Stanislas, encore, avec 20 000 ouvrages, d'accord, 20 000 ouvrages ont été perdus, quasiment toute la collection du musée du château de Lunéville a disparu, la collection de faïenceries, et aussi, finalement, il faut imaginer que les intérieurs, les appartements du Caux, ont eux aussi été dévastés, et là, ce qui a été pratiqué, c'est une restauration à clos et à couvert, donc on a juste restauré les murs, la charpente et le toit. On a évidemment restauré la chapelle, mais il faut imaginer qu'elle n'était déjà plus visitable avant l'incendie. On y entreposait des chaises, des bancs, c'était plus un espace qui était ouvert à la visite. Donc on y a restauré la chapelle, la salle en fait de la livrée. On a restauré finalement 4 salles dans ce château, mais toute la partie arrière, finalement, et aussi cette partie arrière, elle appartient au ministère de la Défense. Et donc du coup, il y a très peu d'argent aussi à mettre dans ce projet de reconstruction. Donc c'est une restauration à clos à couvert, donc à l'intérieur, la dalle s'est effondrée, les choses sont encore carbonisées. Et il faut quand même imaginer que depuis 2003, la restauration s'est achevée en 2013, donc c'était quasiment 10 ans de travaux. Il y a eu quand même 135 millions d'euros qui ont été investis, avec 60% qui venaient d'un financement en fait, de l'Europe. Donc c'est quand même aussi intéressant de voir que d'un point de vue du patrimoine, on se pose souvent la question de savoir à quoi peut servir l'Europe. L'Europe peut servir en fait, à des éléments en fait, comme ça. C'était un drame. Donc là, on a une très belle gravure qui nous représente un tout petit peu ce château. Et évidemment, l'autre château qu'il a fait construire, c'est le château en fait, de la Malgrange, qui aujourd'hui, maintenant, en fait, un lycée. Je vous montre. Donc là aussi, on imagine toujours Germain Boffrand aussi architecte. Donc là, on voit le dôme, on retrouve toujours ces qualités en fait d'équilibre, de mesure, de symétrie, d'élégance qui caractérisent l'architecture classique. Voilà la symétrie avec le pavillon en fait central, voilà les tours en fait flanquées, latérales, le dôme dans la partie arrière. Et j'ai trouvé aussi cette petite gravure de la Malgrange au début du XXe siècle. C'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a quasiment encore la même vue à Jarville de cet ancien château de la Malgrange. Évidemment, si on va un tout petit peu plus loin, ce qui est intéressant avec le château de Lunéville, c'est qu'il va voir en fait, le règne des trois derniers ducs de Lorraine, donc le duc Léopold, son fils François III. Alors il faut quand même imaginer qu'avec Elisabeth Charlotte d'Orléans, ils ont eu 14 enfants, il n'y a que 4 survivants. Alors à cette époque-là, il y a encore des petites boîtes à caresses qu'il y avait comme ça dans le château de Lunéville, où hommes mais femmes aussi
avait énormément de maîtresses et d'amants. On se mariait, l'adultère n'existait pas, on se mariait pour le titre, pour la dot. Une fois qu'on était marié, chacun était libre de faire ce qu'il voulait. Et donc du coup, il y avait sa grande maîtresse, c'était Madame de Beauvau-Craon, à qui il a fait construire le château d'Arouet. Il a construit aussi un hôtel particulier à Nancy, qui est aujourd'hui la cour d'appel. Donc on voit encore finalement énormément d'architecture de cette époque-là à Nancy. Et effectivement, il va quand même avoir de ses 4 survivants François III qui va être envoyé à Vienne, qui va marier Marie-Thérèse de Habsbourg, qui va devenir Saint-Empereur, en tout cas empereur du Saint-Empire romano-germanique. Donc c'est quand même finalement dans cette filiation, il y a quand même encore quelqu'un qui devient en fait important. Et évidemment, quand il part en fait pour Vienne, s'il ne plaît pas du tout au roi de France, il va échanger la Toscane contre le duché de Lorraine, et le duché de Lorraine, à ce moment-là, est confié à titre viager à Stanislas. Donc il arrive à 60 ans, en 1737, en Lorraine, et là où on pensait qu'il allait vivre encore quelques années et que la Lorraine allait basculer définitivement dans le royaume de France assez rapidement, il a fallu attendre quand même 1766, voilà, pour que, quasiment 30 ans, 89 ans, il disparaît, pour que la Lorraine bascule définitivement à ce moment-là dans le royaume de France. L'air est sain. Comment ? L'air est sain. Alors si on s'intéresse un tout petit peu, dans cette première partie, où on va jeter un petit coup d'œil dans les cathédrales de Lorraine, bah effectivement, depuis le début du XVIIe, tous les évêques ont la charge en fait de propager la parole catholique, et ils vont comme ça parcourir leur terre pour prêcher et surtout pour former les curés. On verra que ce sera quelque chose de fondamental justement au début du XVIIIe siècle dans cette reprise de l'activité de reconstruction des églises paroissiales. Donc effectivement, on va avoir historiquement les 3 évêchés traditionnels, donc Metz, avec cette très belle cathédrale, je reviendrai dessus tout à l'heure, Toul et Verdun. Et effectivement, parmi ces diocèses, il y en a encore 2 de nouveaux qui seront créés en 1775 avec la cathédrale Notre-Dame de Saint-Dié, où on va transformer l'ancienne abbatiale pour en faire une cathédrale. Et évidemment, celle qui est, je vais dire, la plus controversée, mais je reviendrai dessus, la cathédrale de Nancy. Alors, il faut imaginer que c'est quand même surprenant. Une Lorraine, un territoire extrêmement faible, 5 diocèses, 3 anciens évêchés, plus 2 diocèses créés à la fin du XVIIIe. C'est quand même très surprenant. C'est quand même quelque chose qui est une grande particularité régionale, parce qu'au niveau national, on tend davantage au regroupement justement des petits évêchés, et là on a un exemple qui va totalement à l'inverse, où on va encore créer d'autres éléments. Donc c'est quand même une particularité qui est quand même régionale, et évidemment la grande majorité des cathédrales, elles viennent d'un héritage en fait médiéval, mais il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe, généralement, on arrive sur des travaux d'achèvement, de façade, comme c'est le cas aussi à la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans, où la façade est achevée au XVIIIe siècle, ou encore on procède à des réaménagements des espaces intérieurs, comme par exemple aussi c'est le cas, encore à cette époque-là, de Notre-Dame de Paris, où Jules Almonstart a justement réalisé un jubé en fait à l'intérieur. Donc il n'est pas courant finalement, même si on parle de cathédrales qui sont très anciennes, d'avoir des cathédrales qui sont encore en cours d'achèvement, où on a justement réalisé de nouvelles façades, et que tous ces éléments, finalement, s'achèvent au XVIIIe siècle. Après, pour ce qui est des cathédrales qui sont nouvellement créées, effectivement, là, il n'y a aucun problème, c'est toute une nouvelle histoire. Alors, je reviens juste un tout petit peu, en fait, à ces cathédrales. La cathédrale de Metz. Où est-elle ? Alors déjà, son plan déjà est un peu déjà particulier, et là aussi on voit bien l'héritage d'une cathédrale médiévale, ou en tout cas le poids de l'histoire, à quel point en fait l'histoire a apporté son lot de modifications dans l'architecture. Donc on retrouve évidemment une architecture qui est gothique, hein. Là on s'inscrit dans la tradition du grand gothique. Il faut imaginer que l'art roman, on va citer le XIIe siècle, 13-15e, en fait le gothique, avec la dernière phase du gothique au XVe siècle, avant la Renaissance, qui est le gothique flamboyant, avec ces espèces de décors de flammes aussi. C'est pour ça qu'on a ces trumeaux entre les fenêtres en fait, qui vont prendre justement des formes de volutes d'arabesques, ce gothique
flamboyant. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, après la mort de Stanislas, Metz bascule aussi dans le royaume de France, et il y a un gouverneur, Charles de Belle-Île, qui est envoyé en fait pour gouverner la ville de Metz, et là commence un programme d'embellissement. C'est quelque chose aussi qui est très courant. Voilà, quand il y a un nouveau pouvoir en fait qui arrive, il y a toujours une phase de modernisation, et c'est finalement à cette époque-là qu'on va créer la place de la Comédie à Metz, ou qu'on va refaire la place d'Armes pour justement avoir une vue beaucoup plus importante.